Un coup d'État manqué, un président qui défie ouvertement les puissances occidentales et l'ombre du Kremlin qui s'étend. Simple rivalité entre empires ou véritable révolution géopolitique à l'œuvre. Au Burkina Faso, la tentative de putsch vient d'être étouffée dans l'œuf. Mais loin de céder à la panique, Ibrahim Traoré riposte avec une détermination sans précédent. Refusant d'adopter une posture de victime, il impose des mesures extraordinaires pour sauvegarder l'État et préserver l'ordre national. Son credo est sans équivoque. L'ère de la soumission est terminée. Face à cette attaque contre la souveraineté burkinabé, Traoré orchestre un tournant majeur. Pour la première fois, Ouagadougou tourne résolument le dos à ses partenaires occidentaux et parie sur une alliance stratégique avec la Russie. Ce choix n'est pas qu'un simple geste diplomatique. Il remet radicalement en question le modèle sécuritaire imposé depuis plus de 60 ans par la France, accusée d'avoir échoué à contenir le chaos et le terrorisme dans la région. Derrière ce basculement, une interrogation obsédante. La Russie peut-elle vraiment offrir à l'Afrique francophone ce que l'Occident a refusé? S'agit-il d'une coopération fondée sur l'égalité et la non-ingérence, ou simplement du remplacement d'une tutelle étrangère par une autre avec des chaînes différentes? Quel sera le véritable coût de cette nouvelle alliance? Car l'enjeu dépasse de loin la simple sécurité nationale. C'est la souveraineté même du Burkina Faso qui vacille sur un fil, le contrôle de ses richesses naturelles, et peut-être, à terme, la survie de toute la nation qui se joue dans ce pari risqué. Ce bouleversement n'ébranle pas seulement quelques élites politiques. Il porte la promesse, ou la menace, d'un nouvel équilibre des puissances en Afrique de l'Ouest, avec des conséquences qui pourraient redessiner le destin de tout un continent. Mais comment en est-on arrivé là? Derrière la crise actuelle, il y a des décennies d'échecs, de ressentiments et de luttes pour la souveraineté. Comment un pays naguère sous domination coloniale s'est-il retrouvé sans défense face aux périls contemporains? Pour saisir le bouleversement qui a frappé le Burkina Faso, il faut remonter à la source d'un piège soigneusement installé, entretenu par la France depuis le jour de l'indépendance. Officiellement, Paris se posait en protecteur du Sahel, mais en réalité, elle maintenait une emprise militaire totale par le biais d'accords inégaux et d'une dépendance savamment orchestrée. Sous couvert de coopération, la France contrôlait la formation des officiers, imposait sa doctrine de combat et verrouillait l'accès au matériel. Ainsi, l'armée burkinabé restait enfermée dans la faiblesse. Des soldats envoyés au front avec des équipements dépassés, souvent vestiges de l'époque coloniale ou empruntés à des voisins. Les formations, dictées par des intérêts extérieurs, produisaient des exécutants dociles plutôt que des stratèges indépendants. Le moral, lui, s'effritait à chaque défaite, chaque humiliation sur le terrain. Cette vulnérabilité n'est pas accidentelle. Pendant plus d'un demi-siècle, la France a méthodiquement déployé des stratégies d'asservissement, conseils, techniques, imposés, infiltration idéologique dans les écoles militaires, et surtout, un endoctrinement permanent qui empêchait toute pensée nationale autonome. Les officiers burkinabés se voyaient dicter les priorités de l'ancienne puissance, reléguant au second plan les besoins véritables du pays. Les conséquences sont tombées comme une malédiction. Multiplication des attaques, régions entières livrées aux groupes armés, et sentiment d'impuissance répandu jusque dans les rangs de la population. La blessure n'est pas seulement militaire, elle est aussi psychologique. Le peuple burkinabé a assisté, impuissant, à l'effondrement progressif de son État, jusqu'à devenir le témoin désemparé de sa propre dépossession. Ignorer ce passé, c'est condamner l'Afrique à tourner sans fin dans la même ornière. Dépendance, humiliation, fragilité sous prétexte d'alliance stratégique. Au Burkina Faso, cette tutelle toxique a laissé des cicatrices profondes, mais aussi une colère sourde, prête à faire basculer l'ordre établi. Dans cette impasse, une question brûle toutes les lèvres. Comment Ibrahim Traoré a-t-il pu rompre ce cercle vicieux et ouvrir une voie nouvelle pour le Burkina Faso? Pour comprendre le choc de la rupture, il faut revenir sur la montée de la défiance et la pression explosive qui ont précédé le basculement. Ce contexte tendu a préparé l'irruption d'un acteur inattendu sur la scène régionale. Le divorce avec Paris, acte de folie ou de lucidité. Pendant plus d'un demi-siècle, la France régnait sans partage sur le Burkina Faso. Accord légué par la colonisation,
bases militaires, omniprésence de ces réseaux. Tout semblait verrouillé. L'autonomie réelle paraissait une chimère, tant la toile d'araignée était dense. Mais sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, l'histoire s'accélère. Les accords coloniaux sont dénoncés en public, les conseillers français priés de quitter le pays. Les bases militaires ferment leurs portes. Les élites jugées trop proches de Paris sont méthodiquement écartées. Ce n'est pas seulement un changement de drapeau, c'est une cure de désintoxication nationale, brutale, sans anesthésie. Un vertige s'installe. Que va devenir le Burkina Faso, soudain privé de son tuteur historique? Ce vide ne dure que quelques semaines. Très vite, un nouveau partenaire s'avance, la Russie. Mais cette fois, le rapport de force change du tout au tout. Traoré pose ses conditions. Pas d'ingérence, des garanties concrètes pour la sécurité et un transfert effectif de savoir-faire militaire et technologique. Le Kremlin accepte, du moins en façade, ce pacte d'égal à égal. Pas de conditionnalités humiliantes, pas de leçons publiques. L'Occident s'étouffe. On crie au troc, à l'illusion, à la vassalisation sous un autre drapeau. Mais pour une part croissante de la population, c'est la première fois depuis l'indépendance que le pays négocie sans baisser les yeux, sans subir le chantage ou l'arrogance d'une grande puissance. La doctrine de défense nationale est réinventée. Objectif: une armée vraiment autonome, équipée et formée selon les besoins du pays, sans dépendance structurelle à un protecteur étranger. Formation accélérée, modernisation technologique, alliances horizontales avec d'autres États africains et eurasiens. Le pari est colossal. Mais tout cela n'est qu'une fragile promesse. La colère des Occidentaux, désormais marginalisés, n'est pas sans conséquences. Sanctions, isolement diplomatique, tentatives de déstabilisation. Le moindre faux pas pourrait faire s'effondrer la dynamique de libération. Et derrière la rhétorique de la souveraineté, le risque d'une nouvelle dépendance rôde, plus subtile, mais tout aussi redoutable. Le Burkina Faso joue son avenir. La souveraineté, la sécurité et le rêve d'un continent qui choisit enfin son destin. S'agit-il d'un nouveau modèle à suivre ou du début d'un autre piège, plus sophistiqué? Dans les coulisses du pouvoir, les tensions montent. Mais comment cette rupture radicale est-elle vécue par la population, prise entre espoir et incertitude? 2 années ont passé. Mythe ou miracle? Tandis que la poussière du putsch est retombée, l'heure du bilan a sonné. Le Burkina Faso a-t-il vraiment changé son destin en misant sur la Russie, ou n'est-ce qu'un mirage géopolitique? La transformation de la sécurité nationale est indiscutable. L'appui militaire russe a permis de moderniser l'arsenal, d'entraîner les soldats à de nouvelles méthodes de combat et de reconquérir des territoires abandonnés depuis des années. Là où la peur paralysait jadis les rues de Ouagadougou et les villages reculés, une confiance inédite s'est installée. Mais ce n'est pas tout. Le choix burkinabé a bousculé le Sahel. Au Mali, au Niger, d'autres gouvernements ont suivi, signant eux aussi des partenariats militaires avec Moscou. Une dynamique régionale est née, portée par la volonté de bâtir une sécurité pensée et pilotée localement, sans tutelle étrangère. Le contraste avec l'ancien modèle occidental saute aux yeux. Ici, point de conditions humiliantes, pas de chantage, ni de clauses cachées. Les accords signés avec la Russie reposent sur la transparence et l'égalité. Chaque État garde la main sur ses choix, sans devoir céder sa dignité ou sa souveraineté. Ce basculement ouvre la voie à une doctrine africaine nouvelle. À la place du paternalisme, la coopération pragmatique. Fini les leçons venues d'ailleurs. Chaque pays définit ses priorités, négocie d'égal à égal, inspire d'autres nations lassées d'être traitées en élèves éternels. Les ressources naturelles jouent un rôle clé dans ce nouveau rapport de force. Contrairement aux anciennes puissances coloniales, la Russie n'affiche pas de volonté de pillage. L'exploitation des mines et des hydrocarbures s'opère selon des contrats équilibrés, où la part de l'État burkinabé est fixée et respectée. Ce respect nourrit une fierté nationale retrouvée. Pourtant, les défis restent entiers. Le pari est immense. Une réussite ouvrirait la voie à une émancipation continentale. Un échec relancerait l'appel au retour de la tutelle occidentale.
Cette incertitude alimente une tension palpable. Chaque avancée, chaque revers sont scrutés par l'Afrique et le monde. Pour le peuple burkinabé, c'est l'heure d'une vigilance lucide. Les premiers fruits sont là. Sécurité renforcée, alliance redéfinie, sentiment d'appartenance. Mais rien n'est acquis. Il faut éviter les erreurs du passé, protéger ses acquis, et ne pas laisser s'éteindre l'espoir d'un avenir souverain pour les générations à venir. Mais derrière chaque victoire, une question persiste. Cette nouvelle alliance tiendra-t-elle face aux défis du futur, ou révélera-t-elle de nouvelles faiblesses? La suite s'écrit déjà, sous le regard inquiet et curieux du continent. La souveraineté, est-ce seulement un mot que l'on brandit, ou bien une discipline à exercer chaque jour? L'expérience récente du Burkina Faso l'illustre crûment. Une révolution politique, même éclatante, ne suffit pas à garantir l'indépendance réelle. Il faut rester en alerte, car changer de tuteur, même pour un partenaire plus séduisant, peut ramener les mêmes chaînes sous de nouveaux atours. On ne sort pas du piège colonial simplement en changeant de drapeau. La vraie souveraineté repose sur 3 fondations. D'abord, une armée réellement autonome qui protège la nation sans compter sur des forces étrangères. Ensuite, des institutions solides, à l'abri de la corruption et des manipulations venues de l'extérieur. Enfin, des dirigeants intègres, portés par une vision collective, et non par des intérêts particuliers. Si l'un de ces piliers cède, la liberté devient mirage. L'alliance entre la Russie et l'Afrique, dont le Burkina Faso est aujourd'hui le symbole, offre une brèche dans l'ordre établi, mais elle n'est pas une garantie inconditionnelle. Il faut exiger l'égalité dans la négociation, refuser toute forme d'ingérence et garder la main sur les ressources et les choix stratégiques. L'histoire avec la France l'a prouvé. Confier ses intérêts à un partenaire, c'est risquer de redevenir spectateur de son propre destin. Pourtant, la souveraineté ne se limite pas au sommet du pouvoir. Elle commence dans la rue, à l'école, dans les débats publics. La société civile, la jeunesse, les penseurs, tous ont un rôle vital pour éviter que le réveil ne soit qu'une étincelle passagère. Sans leur mobilisation, sans leur vigilance, la dynamique peut retomber et l'espoir s'effacer. Dans les relations internationales, il devient urgent de rester maître de son agenda. Les partenariats doivent être au service de l'intérêt national, et non l'inverse. Cela demande du courage, de la clarté, et la capacité de dire non, même à ses alliés. La souveraineté, c'est imposer son rythme, ses priorités, et refuser les compromis qui diluent l'essentiel. Rater ce virage historique, c'est condamner des générations à la dépendance, à l'humiliation et à l'effacement. L'Afrique a trop souvent payé le prix fort de l'illusion du changement. Aujourd'hui, le coût de l'erreur serait immense. Perte d'autonomie, retour du mépris, confiscation de l'avenir. Alors, la question demeure. Sommes-nous prêts, individuellement et collectivement, à écrire enfin notre propre histoire? Mais le chemin vers une souveraineté effective est semé d'embûches. Chaque nouvel acte politique, chaque choix d'alliés teste la volonté des peuples africains à ne plus se laisser dicter leur sort. La souveraineté ne se transmet pas comme un héritage. Elle se gagne, se défend, se reconstruit chaque jour face à l'histoire et aux pressions du présent. Ce que traverse aujourd'hui le Burkina Faso dépasse de loin un simple épisode de crise politique. C'est un réveil collectif, une secousse qui pousse tout un peuple, et, par ricochet, un continent, à reprendre possession de son destin. La tentative de putsch a déchiré le voile des illusions, exposant l'échec flagrant de la protection promise par l'ancienne tutelle française. Elle ouvre une page inédite dans notre histoire, écrite à l'encre du doute, mais aussi de la volonté. Le choix du président Ibrahim Traoré, en opérant un pivot stratégique vers la Russie, n'est ni une fuite désespérée, ni un simple transfert de dépendance. C'est une affirmation. L'Afrique ne veut plus de tuteurs, elle exige des partenaires. Des partenaires qui respectent sa dignité, ses choix, ses priorités et son autonomie véritable. Cette nouvelle alliance, pensée sur l'égalité et la non-ingérence, propose une coopération où chaque nation garde la maîtrise de ses ressources,
de sa sécurité, de son agenda. Des décennies durant, l'Afrique a plié sous les injonctions venues d'ailleurs. Elle a sacrifié, trop souvent, sa souveraineté pour des promesses non tenues et des protections illusoires. Les années perdues à supplier pour des armes, à subir l'humiliation du sous-équipement, ont laissé de profondes cicatrices. L'échec du modèle français, qui a vidé de sa substance l'autonomie militaire du Burkina Faso, prouve que l'assistance conditionnée n'est qu'un autre visage du contrôle. Aujourd'hui, pour beaucoup, le partenariat russe apparaît comme une chance de briser ce cercle vicieux. Mais il serait naïf de croire qu'aucune alliance, fût-elle prometteuse, ne suffit à garantir une souveraineté durable. La seule rupture qui compte, c'est celle qui part de nous. Refuser toute dépendance imposée, exiger le respect, bâtir pierre après pierre nos propres institutions. Rester passif, c'est abandonner notre voix, laisser d'autres écrire l'avenir de nos enfants. C'est accepter que le destin national se joue sur des tables étrangères, sans que nous y soyons conviés. Laisser passer cette chance de reconquête, c'est prolonger la spirale de l'humiliation, du chantage, de la dépossession. Mais s'engager, contester, débattre, agir pour la souveraineté, c'est ouvrir la voie à la dignité retrouvée et à la maîtrise de notre futur. C'est refuser le rôle de spectateur ou de pion sur l'échiquier géopolitique. Affirmer, haut et fort, que nos choix, nos alliances, notre sécurité doivent répondre à nos aspirations profondes, et non à des agendas dictés d'ailleurs. La question demeure, quelle Afrique voulons-nous bâtir? Une Afrique qui attend ou une Afrique qui choisit? Le chemin de l'autonomie est long, semé d'obstacles, mais chaque pas compte. Il est temps de repenser nos modèles, de questionner nos alliances, d'oser l'innovation et la solidarité interne. La rupture burkinabé n'est pas une fin en soi. C'est un signal puissant. Un appel à toutes les sociétés africaines à s'interroger, à se mobiliser, à reprendre en main leur futur. Mais pour comprendre toute la portée de ce bouleversement, il est essentiel de plonger dans des exemples concrets, de faire le lien avec d'autres moments charnières de l'histoire et de détailler les scénarios possibles ainsi que les étapes pratiques d'une telle mutation. Prenons un exemple historique frappant. L'Iran de 1953. Lorsque le Premier ministre Mohammad Mossadegh a nationalisé le pétrole iranien, défiant l'ingérence britannique, il a déclenché une tempête internationale. Les puissances occidentales n'ont pas hésité à orchestrer un coup d'État pour restaurer leur contrôle, illustrant à quel point la souveraineté économique et politique est inséparable du rapport de force mondial. La leçon est amère. Chaque pays qui ose rompre la chaîne de la dépendance doit se préparer à affronter des pressions et des représailles, parfois brutales. Le Burkina Faso n'est pas le seul sur ce chemin. Le Mali, par exemple, a connu une dynamique similaire. Après avoir exigé le départ des forces françaises, les autorités de Bamako ont également fait appel à l'appui militaire russe. Cette réorientation stratégique a permis de reprendre le contrôle de certaines régions du Nord, longtemps livrées à l'insécurité. Cependant, le Mali a aussi dû affronter des sanctions économiques et une campagne de désinformation visant à déstabiliser le régime. Cette expérience montre que le prix de l'autonomie est élevé, mais qu'il peut conduire, à terme, à un renforcement national. Scénario hypothétique. Imaginons, dans quelques années, une alliance sécuritaire régionale regroupant le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée, tous libérés de la tutelle occidentale. Cette coalition pourrait mutualiser ses ressources, partager ses renseignements et négocier collectivement avec les puissances extérieures. Une telle force régionale, dotée d'un commandement unifié, serait en mesure de sécuriser ses frontières, de lutter efficacement contre les groupes armés et d'imposer le respect de ses choix stratégiques. Ce modèle pourrait s'inspirer de l'ASEAN en Asie du Sud-Est, où des États de taille et d'histoire différentes ont uni leurs efforts pour peser sur la scène internationale. D'un point de vue pratique, la construction d'une souveraineté réelle passe par plusieurs étapes concrètes. Premièrement, il faut auditer les accords existants pour identifier les clauses léonines et les dépendances cachées. Deuxièmement, il est essentiel de renforcer les capacités locales, former des ingénieurs, des officiers, des diplomates capables de défendre les intérêts nationaux dans tous les domaines. Troisièmement, la diversification des partenariats doit être une priorité.
Ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier, mais s'ouvrir à l'Inde, à la Chine, au Brésil, à la Turquie et à l'Afrique du Sud, afin de négocier en position de force. À titre d'exemple, le Rwanda de Paul Kagame a investi massivement dans l'éducation et la technologie après le génocide. Plutôt que de dépendre uniquement des aides occidentales, le pays a cherché des partenariats en Asie et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, Kigali est devenue une référence régionale en matière de gouvernance et d'innovation. Cette trajectoire, bien que différente du contexte burkinabé, prouve qu'un virage stratégique assumé peut transformer un pays autrefois perçu comme vulnérable. Un autre parallèle instructif est celui du Vietnam après la guerre. Après avoir repoussé la domination américaine, le Vietnam a su négocier une ouverture progressive avec ses anciens adversaires, tout en préservant les piliers de sa souveraineté. Le développement économique fulgurant du pays, adossé à une politique de non-alignement, montre qu'il est possible de tirer profit des rivalités mondiales sans se laisser piéger par la dépendance. Pour le Burkina Faso, le défi consiste à renforcer la cohésion nationale. Cela implique des campagnes de sensibilisation à la citoyenneté, un travail de mémoire sur les blessures du passé et l'émergence d'une culture du débat démocratique. Les médias indépendants, les associations de jeunes et les syndicats doivent jouer un rôle de veille afin d'alerter sur toute dérive autoritaire ou tout retour insidieux de la dépendance. Que faire pour éviter les erreurs classiques? Premièrement, instaurer un mécanisme de contrôle citoyen sur les grands contrats publics. À titre d'exemple, le Botswana a mis en place des audits indépendants pour surveiller la gestion des mines de diamants, garantissant ainsi que les revenus profitent à la population et non à une minorité. Deuxièmement, il est crucial d'investir dans l'industrie locale et de limiter la fuite des cerveaux. Construire des usines de transformation, développer des pôles technologiques, encourager le retour des talents formés à l'étranger, autant de mesures qui peuvent, à moyen terme, asseoir l'indépendance économique. Troisièmement, il faut cultiver une diplomatie proactive. En multipliant les alliances avec des pays aux intérêts convergents, le Burkina Faso peut diluer le risque de dépendance excessive envers un seul partenaire. La création d'un front commun africain sur les grandes questions mondiales, comme le climat ou la sécurité, renforcerait la voix du continent sur la scène internationale. Quelles seraient les conséquences si le Burkina Faso échouait dans ce pari? L'histoire regorge d'exemples douloureux. La Libye de Mouammar Kadhafi, après avoir rompu avec l'Occident, n'a pas su construire des institutions solides. Le vide laissé par la chute du régime a ouvert la porte au chaos, à l'intervention étrangère et à la fragmentation du pays. Ce scénario doit servir d'avertissement. Sans une base nationale robuste, toute révolution politique peut être balayée par les intérêts extérieurs. À l'inverse, l'Éthiopie, malgré des tensions internes, a réussi à renforcer son autonomie alimentaire et énergétique en investissant dans le barrage de la Renaissance. En 5 ans, le pays est passé du statut de dépendant chronique à celui de puissance régionale, capable de défendre ses choix face aux pressions égyptiennes et soudanaises. Sur le plan sécuritaire, le partenariat avec la Russie doit s'accompagner d'une montée en compétences des forces locales. Cela implique des échanges réguliers, l'envoi d'officiers burkinabés dans les académies militaires russes, mais aussi le développement de doctrines adaptées aux réalités locales. Il ne suffit pas d'acheter des armes modernes. Il faut aussi s'assurer qu'elles servent une stratégie nationale et non les intérêts d'un partenaire étranger. Par ailleurs, la vigilance doit s'étendre au domaine numérique. Les pays africains sont souvent les cibles de cyberattaques ou de manipulations informationnelles visant à semer la division. Le Burkina Faso doit investir dans la cybersécurité, former une élite technique capable de protéger les infrastructures critiques et sensibiliser la population à la désinformation. La société civile a un rôle à jouer dans la consolidation de la souveraineté. Organiser des forums citoyens, des débats publics sur les choix stratégiques, permettre aux jeunes de s'exprimer sur l'avenir du pays. Autant d'initiatives qui renforceront la légitimité des décisions prises au sommet de l'État. Enfin, il convient de rappeler que la souveraineté n'est jamais acquise une fois pour toutes. Chaque génération doit la conquérir, la défendre, l'adapter aux défis nouveaux. Ce combat exige de la patience, du courage et une vision de long terme. En conclusion,
La crise burkinabé n'est pas un épiphénomène. Elle s'inscrit dans une longue tradition de luttes africaines pour l'émancipation. De la Guinée de Sékou Touré, qui a dit non à De Gaulle en 1958, à l'Afrique du Sud de Nelson Mandela, qui a su négocier la fin de l'apartheid sans céder sur l'essentiel, l'histoire du continent est jalonnée de bifurcations décisives. Aujourd'hui, le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins. Le choix de l'Alliance russe, s'il est porté par une volonté constante de préserver l'autonomie, peut ouvrir une ère nouvelle. Mais il exige la lucidité, la capacité à refuser les faux-semblants et à ne jamais perdre de vue l'objectif ultime, la dignité retrouvée et la maîtrise totale du destin national. Le futur reste incertain, mais une chose est sûre, la question de la souveraineté ne se posera plus jamais dans les mêmes termes. Elle est devenue, pour toute l'Afrique, une exigence vitale, un horizon indépassable. À chaque Burkinabé, à chaque Africain, d'y répondre, chaque jour, par ses choix, ses actes, sa vigilance. La révolution n'est pas seulement un événement, mais une discipline à cultiver. Le temps des tuteurs touche à sa fin. Place, enfin, à l'autonomie véritable.